Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Brice Lalonde, le président d'Équilibre des énergies, ancien ministre de l'Environnement. Que pense-t-il des annonces faites par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale? L'écologie risque-t-elle de devenir la variable d'ajustement de l'action de ce nouveau gouvernement? Réponse juste après ces titres. La lutte contre les déserts médicaux sera au cœur de notre débat avec la bonne idée de médecins solidaires, des généralistes qui se relayent chaque semaine pour venir consulter dans les départements les moins pourvus en personnel de santé. Et puis la start-up du jour, c'est Wersito qui veut proposer des solutions de logistique et de stockage au secteur des fournitures scolaires. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Brice Lalonde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir de nouveau dans cette émission. Ancien ministre de l'écologie, président d'Équilibre des énergies, l'organisation qui œuvre pour la décarbonation de l'économie en France et en Europe. J'ai retrouvé en mars, dans une interview au magazine Le Point, vous disiez « Il ne faut évidemment pas faire de l'écologie la variable d'ajustement du gouvernement ». Est-ce que c'est vrai aussi pour l'action de Michel Barnier? Est-ce que cette crainte est toujours valable? Alors, elle est toujours valable parce que quand on est dans une situation avec une dette aussi immense, on a toujours la tentation de couper dans les dépenses. Et il faut couper dans les dépenses. Mais il vaudrait mieux ne pas couper, en effet, dans les dépenses de la décarbonation, parce que c'est quelque chose de longue haleine. Il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut pas faire de surenchère. Et en même temps, il faut surtout de la ténacité, de la persévérance. Mais je ne pense pas que ce soit un très gros risque, puisque quand même, dans sa déclaration de politique générale, Michel Barnier a dit qu'il y a deux dettes, la dette financière et la dette écologique. Et il rappelle son passé de ministre. Et c'est vrai, je l'ai connu, moi, naguère. Et effectivement, il a écrit un bouquin qui est tout à fait remarquable, et c'était un bon ministre de l'Environnement. Et comme il a dit, moi, je suis un Savoyard, dans mes montagnes, on fait attention à l'environnement, c'est quelque chose qui est présent toujours depuis la naissance, quoi. Bon, maintenant, il faut voir, je pense aussi que quand même, ce gouvernement, les gens que je connais qui sont dans ce gouvernement, ce sont des gens qui connaissent tous l'énergie. Que ce soit Antoine Armand, le ministre de l'économie, c'est lui qui a rapporté la fameuse commission parlementaire sur les raisons de la perte d'indépendance énergétique de la France. Il a même écrit un bouquin qui s'appelle Le mur énergétique. Agnès Pannier-Runacher a été une très remarquable ministre qui s'est battue à l'Europe. Olga Givernet est quelqu'un qui est passionné de la sobriété, qui est une ingénieure, donc c'est quelqu'un qui est dans les sciences. Et puis, bon, même Valérie Létard, dans le logement, enfin, tous ces gens, ce sont des gens qui connaissent bien la question de l'énergie et qui, à mon avis, d'abord, ils sont courageux d'avoir accepté, quand même pas facile. Oui, il y a eu pas mal de refus, notamment à certains postes, notamment pour Bercy. Mais ça, c'est un autre débat. C'est quoi pour vous la priorité sur ce secteur de l'énergie? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement Barnier? Alors, la priorité des priorités, c'est évidemment la persévérance dans un domaine très précis qui est l'électrification des usages de l'énergie. Des usages. Parce qu'en ce qui concerne la production d'électricité, le gouvernement, on va voir, mais le gouvernement précédent, depuis le discours de Belfort du président Macron, on sait qu'il faut faire à la fois des renouvelables, du nucléaire, et il faut y aller. Donc c'est parti en principe, donc on va avoir de l'électricité décarbonée, et d'ailleurs la France, elle exporte en ce moment, tout fonctionne à peu près bien. En revanche, du côté des usages, là ça colle pas. Les usages, c'est en principe l'électricité, en ce moment c'est le quart de la consommation d'énergie de la France. Ça devrait être plus de 50%, ça devrait être 60%. Donc il faut électrifier. Alors électrifier les transports, ça y est, c'est commencé avec l'automobile. Très important l'électrification de l'automobile. Oui, mais alors on a vu que la prime, le leasing à 100 €, il est parti en un mois et demi l'an dernier. Donc on va ausculter le montant alloué à cette question dans le budget de cette année, quoi. Et alors là, il faut pas mollir, si je puis dire, parce qu'il faut aider les Français à acheter des voitures électriques. Elles sont encore trop chères. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la flotte automobile française qui est le principal émetteur des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut continuer là-dessus. Et puis il y a les bâtiments, bien entendu. Et là, les bâtiments, alors moi j'espère que ce gouvernement va... Il a dit qu'il allait moderniser ou changer le diagnostic de performance énergétique des bâtiments. Vous savez qu'en ce moment, si vous êtes chauffé à l'électricité, ça compte double. Vous consommez 50, c'est compté 100. Ce qui fait que l'électricité est défavorisée, elle est pénalisée dans le bâtiment. C'est absurde.
donc ça favorise le gaz. Oui. Enfin, tout ça, c'est absurde, donc il faut absolument changer Donc, ça. pour électrifier le bâtiment, il faut changer le principe du DPE, c'est ça? Pas le principe est excellent, mesurer, c'est toujours bien. Oui, les critères, enfin. Les critères, voilà. Il faut l'améliorer, et là, c'est très important, parce qu'autrement, vous avez des millions de bâtiments classés passoires thermiques, retirés du marché au moment où on a la crise du logement, quand même, qui est difficile. Oui, mais alors il faut aussi pouvoir les rénover, ces bâtiments. Or, MaPrimeRénov', on a cru comprendre que les budgets allaient peut-être être oui, il y a une rognés. bataille entre ceux qui veulent rénover globalement, les rénovations d'ampleur, mais ça, c'est 60 000 €. Qu'est-ce que c'est que c'est absurde? Et donc, il faut rétablir ou continuer à accepter le monogeste. On fait une seule chose, on commence par les fenêtres, les combles, très bien, on verra après. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et puis, il y a une chose sur laquelle qui est très importante, parce que Michel Barnier a dit qu'il fallait se battre aussi, être très concret au niveau européen. Eh bien, au niveau européen, on a une grosse bataille, c'est celle des barrages. Allons bon. Eh oui, les barrages, on a beaucoup de barrages en France. On a des montagnes par rapport à d'autres pays européens. Il n'y en a pas beaucoup qui en aient autant que nous, à part l'Autriche et la Suisse n'est plus dans l'Europe. Enfin bon, voilà, n'est pas dans l'Europe. Et alors, c'est quoi la menace européenne? Alors, la menace européenne, c'est que l'État français, au siècle dernier, a donné des barrages à concession. Ce sont des concessions. Et elles arrivent à terme. Or, l'Union européenne, elle dit « Ah, mais si ça arrive à terme, il faut maintenant ouvrir à la concurrence ». Or, les barrages jouent un rôle extrêmement important dans le réseau électrique. C'est comme des batteries. Ça permet de stocker l'énergie et de faire turbiner les barrages au moment où l'électricité, on en a besoin, c'est-à-dire aux heures de pointe. Okay. Donc c'est très important. Le barrage en France, c'est 12% de la consommation d'électricité de la France, mais c'est 25% pendant les heures de pointe, tellement on en a besoin. Et donc c'est un système intégré. Et l'Europe, déjà, elle a commencé à démanteler quand même EDF. Il a fallu avoir le transport d'un côté, la distribution de l'autre, la production encore d'un autre. Il faut arrêter ça. On a absolument besoin d'avoir un système qui intègre la batterie, qui intègre les barrages en même temps qu'on produit de l'électricité. Donc, mais je ne comprends pas bien, parce que vous nous dites finalement la France est un pays de barrages, donc on ne devrait pas craindre la concurrence européenne. Non, mais la concurrence, c'est pas ça. La concurrence, c'est que le barrage français est ouvert à la concurrence, ce qui fait que vous pourriez avoir un financier européen différent qui va acheter la concession et du coup le barrage ne servira plus, sauf il faudra que EDF achète la turbine au moment. Tout ça, c'est absurde. Imaginez que ce soit même un étranger. Ce barrage a été construit avec l'argent des Français. Enfin, il y a un moment où ça devient absurde. Oui, je comprends. Et un enjeu de souveraineté. Il y a un enjeu de souveraineté et surtout d'efficacité du réseau électrique. Autrement, on a toujours le risque d'une panne, d'un blackout, comme on dit. Et donc là, il y a une bataille très importante que le gouvernement doit mener. Donc nous, on va essayer de l'aider. Enfin, il faut essayer d'expliquer cette situation que personne ne connaît pas bien, cette situation. Donc là, c'est encore une fois, à mon avis, cette espèce d'idéologie de la concurrence qui finalement, elle a des effets pervers. Puisqu'on parle de barrage, Michel Barnier, il annonce une grande conférence nationale sur l'eau. Alors, ce n'est pas exactement la question de l'énergie, mais on est dans un débat ultra polarisé là, entre certains agriculteurs d'un côté, certaines associations de défense de l'environnement de l'autre. On a l'impression que personne ne peut se parler. Donc, en écoutant Michel Barnier, je me suis dit, bon courage, quoi. Qui on va mettre autour de la table et comment on va réussir à aboutir à un consensus sur cette question? Elle est quand même très liée, cette question, au changement climatique, puisqu'il y a de moins en moins de neige. Ce qui fait que quelquefois, en hiver, on a trop d'eau, on a des inondations, on en a de plus en plus. Et en été, on n'en a pas assez parce que la neige, elle stockait l'eau en quelque sorte, et en goutte à goutte, elle la rendait en été. Et donc, toute notre législation, c'est fondé sur l'idée qu'il n'y a pas de changement climatique. Ça vient d'avant. Donc maintenant qu'on est dans une situation très très différente, avec soit des pluies excessives, soit des sécheresses excessives, il va falloir adapter sans doute notre législation. Et sans doute, il faudra stocker l'eau. Voilà. Alors comment est-ce qu'on va stocker l'eau? Dans les nappes souterraines, c'est ce qu'il y a de mieux, bien entendu, mais quelquefois, peut-être dans les anciennes carrières. Enfin, il y a un moment donné, il va falloir quand même accepter, se mettre autour de la table, regarder les données scientifiques et dire, bon, peut-être en effet, il faut adapter notre législation. Alors, adapter la loi, stocker l'eau, donc on revient à la question des bassines, des méga-bassines, des bassins de rétention, etc. Mais après, pour quel usage? Et le débat, il est là, en fait. Si c'est pour maintenir avec des canons à neige, vous voyez, des stations de ski, bon, alors que
sans doute que l'avenir des stations de ski, c'est de faire autre chose que du ski. Si c'est pour promouvoir une agriculture qui est une agriculture intensive à l'ancienne, ça va tenir là-dessus aussi le débat. Oui, bien sûr, ça va tenir là-dessus, mais évidemment, on a besoin de l'eau partout, hein. Oui. Et y compris pour l'énergie, hein, puisque on refroidit les centrales avec ça, puisqu'on a des barrages, hein, en effet, puisque si on veut faire de l'hydrogène, il faudra électrolyser l'eau, donc il faudra de l'eau. Dans beaucoup de process industriels, on a besoin de l'eau. Exactement. Donc il faudra partager l'eau. Je me souviens d'avoir été ministre et toute la question c'était l'industrie en voulait beaucoup, on voulait faire des canaux pour faire des transports, le troisième c'était l'agriculture et donc il a fallu, et je me souviens très bien, c'était le ministre de l'Environnement qui a finalement été l'arbitre. Et bien là, le gouvernement... le gouvernement Barnier, sans doute, va demander au ministère de l'Environnement d'être à nouveau l'arbitre de la question de l'eau. Vous savez, l'irrigation, on était contre, mais enfin, à un moment donné, quand même, il faut accepter que de temps en temps, il faut irriguer. Même la vigne, en France, on n'avait pas le droit d'irriguer la vigne, ça ne se faisait pas, mais on a commencé à irriguer la vigne, autrement on la perd, la vigne. Donc, à un moment donné, il faut accepter la nouvelle réalité. Il y a un changement climatique, et ben, il faut orienter nos politiques. Merci beaucoup, Brice Lalonde, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la lutte contre les déserts médicaux au programme. On parle de la lutte contre les déserts médicaux, la pénurie de médecins avec le docteur Martial Jardel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, cofondateur de Médecins Solidaires. Et Guy Rouchon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le maire d'Agen, dans la Creuse. Trouver un généraliste dans votre département avant Médecins Solidaires, hein, je remonte quelques années en arrière, c'était quoi? C'était impossible? C'était un défi? C'était quasiment impossible, c'était vraiment un vrai défi, oui, ouais. Effectivement, parce que trouver un médecin, alors qu'on sait qu'au niveau national, il manque tellement de médecins, que pourquoi un médecin viendrait particulièrement en Creuse, en Creuse, un département rural qui malheureusement se dépeuple, c'était quasiment impossible. On a essayé, vous savez, on a fait une vidéo, on a fait à l'entrée du village, on a mis Agen recherche médecin, je suis allé sur différents médias, France Inter, France 2, etc. Bon, rien n'y a fait, hein. Et ça rien pas. du tout. Avec quelles conséquences en termes de santé publique, je sais pas, de retard de diagnostic, peut-être d'habitants qui va parler de désertification, enfin, qui veulent partir parce qu'il n'y a pas... Enfin, vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux, quoi. Alors, les retards de soins, effectivement, ça, mais Martial pourra en parler plus que moi, mais effectivement, on s'est aperçu, les médecins solidaires s'est aperçu qu'effectivement, il y a des gens qui ne consultaient plus depuis 2 ans, avec des diabètes, avec plein de choses, et donc, effectivement, ça devenait urgent de récupérer un médecin. Mais sans médecin solidaire, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas de médecin, parce que médecin solidaire est à Agen depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ça fonctionne, et qu'il y a un médecin toutes les semaines, et un nouveau médecin. Et il y a votre sourire qui apparaît immédiatement. Centre pionnier, en quelque sorte, pour Médecins Solidaires, ouvert il y a 2 ans, on l'a dit. Alors, on va rappeler l'idée déjà. C'est quoi le principe de Médecins Solidaires? Le principe de Médecins Solidaires, c'est de dire, puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut essayer de demander peu à beaucoup de médecins, en créant un relais. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est un médecin différent qui va venir exercer dans un centre de santé qu'on installe dans un territoire qui ne parvenait pas à trouver un médecin, où il y a une offre qui a disparu. Et les médecins, ils peuvent être jeunes remplaçants, installés, retraités. Ça peut vraiment adresser toute la population de médecins généralistes en France. Et on prend en charge leurs frais de transport, on prend en charge leur logement, on leur met un véhicule à disposition, on simplifie toutes les démarches administratives. Sur place, il y a des coordinatrices qui font qu'eux, ils sont vraiment là pour faire que de la médecine, dans un cadre d'exercice serein. Et du coup, ils ont envie de revenir, parce qu'ils trouvent que c'est chouette. Et du coup, on arrive à activer comme ça un cercle vertueux. Comment ça se passe pour les patients, les maladies de longue durée? Parce que il n'y a pas de suivi. Enfin, comment le suivi est fait? Parce que là, le médecin change chaque année, chaque semaine. Chaque semaine, oui, c'est une excellente question. En fait, aujourd'hui, on est quand même dans une société où la traçabilité de l'information, c'est quelque chose qu'on maîtrise. L'information médicale, encore plus. On l'apprend dès les premières années de la fac. Et nous, c'est des médecins qui sont très sensibilisés à ce sujet, puisqu'ils connaissent le principe de l'association. Et donc, on a des logiciels dans lesquels tout est rempli, les antécédents, toutes les consultations sont tracées, etc. Et puis, les coordinatrices qui sont les points
les points fixes du centre de santé, veillent aussi à faire ce lien entre le patient et les médecins. Et avec 2 ans de recul à Agen, on se rend compte que les patients sont aussi assez heureux de bénéficier de ces regards croisés de différents praticiens qui vont pouvoir valider leur prescription en disant si 4 médecins différents ont dit que mon ordonnance elle était adaptée. Je vais arrêter d'aller sur Internet pour trouver un autre diagnostic que celui qu'ils m'ont donné. Est-ce que ça attire du monde? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire depuis que le centre Médecins Solidaires a ouvert à Agen, donc on est dans la Creuse, c'est A-J-A-N. A-J-A-I-N. A-J-A-I-N, il me manquait une lettre. Tout à fait. Il y a des patients qui viennent de plus loin, quoi. Bien sûr, les patients viennent d'Agen, de la commune, mais des communes périphériques, et notamment de Guéret, qui est le chef-lieu de département. Ça veut dire que c'est une source d'activité aussi pour la ville, d'une certaine façon? Tout à fait. Ces gens qui viennent à Agen, on a une pharmacie à Agen. On n'avait plus de médecins. La pharmacie, sa pérennité était compromise sans médecin. Alors qu'aujourd'hui, elle retrouve un regain d'activité. On a des commerces qui ont été repris. On a une supérette qui allait fermer et qui a été reprise par un jeune. On a un bar tabac presse. Qui le propriétaire partait à la retraite. On a retrouvé quelqu'un, une jeune femme de 40 ans, tu as dû la voir peut-être, et qui est dynamique. Voilà. Mais attendez, vous liez tout ça au centre de santé? Alors, je ne sais pas si on peut le lier directement, mais n'empêche que à Agen, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en a parlé beaucoup dans les médias de médecins solidaires. Et Agen, effectivement, en Creuse, effectivement, ce AJAIN rayonne, mais il rayonne au-delà de la Creuse. Et donc, voilà, effectivement, il y a les commerces et puis il y a les habitations. Sur la commune, il y a des habitations qui malheureusement, les propriétaires décèdent. Et toutes ces maisons ont été vendues. Toutes les maisons du bourg, par exemple, ont retrouvé preneur. Alors, on va faire un lotissement. J'espère qu'effectivement, ce sera la même chose. C'est super. On est dans un cercle vicieux qui s'est transformé en cercle vertueux. C'est vraiment ça l'histoire. Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Médecins Solidaires, j'étais le maire de la commune, certes, mais je n'étais que le maire. Et j'ai eu l'impression que tout de suite après les réunions publiques, et puis quand les gens ont appris que vraiment il y aura un médecin toutes les semaines, ils se sont inquiétés un petit peu au départ, effectivement, de ce turnover, mais ils ne se sont pas inquiétés très longtemps. Et après, j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose une prouesse, d'être le Messie, comme je dis. Des fois, mais c'est vrai, c'est vraiment un héros. De maire à un statut de héros. Tout à fait. C'est super. Combien de centres de santé Médecins Solidaires en France aujourd'hui? Vous en êtes, et puis peut-être dans quel département? Parce que c'est intéressant d'essayer de se situer. Alors aujourd'hui, on en est à 5. On vient d'ouvrir le 5e. On en a 2 en Creuse dans lesquels il y a 2 médecins. Donc ça fait 4 médecins en Creuse toutes les semaines. D'accord. On en a un dans le Cher, à Charenton-du-Cher, un dans la Nièvre, à Chantenay-Saint-Imbert, et un dans la Haute-Vienne, à Arnac-la-Poste. Que vous venez d'ouvrir, celui de la Haute-Vienne, c'est ça. Et il y a d'autres ouvertures prévues là? Oui, on va ouvrir en novembre à Ménigoutte dans les Deux-Sèvres, en décembre à Reuilly dans l'Indre, et puis on espère en ouvrir encore 6 autres l'année prochaine, et peut-être 8 autres aussi en 2026. Oui. Est-ce qu'on parle que de ruralité? Parce que j'entendais cette semaine, je crois que c'était chez nos confrères de France Info, l'exemple de Malakoff. On est en région parisienne, on pourrait imaginer qu'on est dans un tissu de soins et d'offres médicales ultra serrées. Et à Malakoff, on commence à manquer de médecins. Donc est-ce que c'est seulement une question rurale? Ah non, pas du tout. On dit d'ailleurs que Paris est le plus grand désert médical. Ça, on le dit maintenant. C'est pas du tout qu'une question de la ruralité. La différence, c'est que dans les territoires ruraux, il n'y a pas d'autre solution d'accès aux soins. À Malakoff, vous avez peut-être du mal à trouver un accès à un médecin traitant, mais enfin, au pire du pire, vous avez SOS médecin, vous prenez le métro, vous allez aux urgences de Saint-Antoine ou de la Riboisière ou de je ne sais où, vous avez une possibilité. À Agen, dans ces territoires ruraux, s'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'option. Et on se retrouve avec des gens qui nous disent « mais moi j'ai 4 enfants, quand ils sont malades, je ne sais pas quoi faire ». Et c'est cette absence de solution qui est inacceptable. Les médecins qui viennent consulter, comment ils sont payés? Parce qu'il y a aussi les mercenaires qui vont d'un hôpital à l'autre et qui sont beaucoup mieux payés que les statutaires. Donc c'est quoi le principe? Alors nous, c'est un collectif de médecins solidaires, et ça porte quand même son nom. C'est des médecins qui ne sont pas bénévoles, mais qui sont volontaires, et leur rémunération, c'est 1 000 € la semaine.
Okay. Donc c'est quand même une rémunération solidaire parce qu'ils pourraient trouver largement plus ailleurs. Et c'est la rémunération qui fait que ça nous évite justement de rentrer dans une logique de mercenariat. C'est pas des médecins qui viennent chercher de l'argent, c'est des médecins qui viennent contribuer à un projet d'intérêt général, collectif, et qui sont animés par ce désir d'aider. Ouais. Guy Rouchon, votre centre de santé il a reçu la visite de la ministre de la Santé il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'elle voulait voir ? Comment ça s'est passé ? Je pense qu'elle voulait voir avant tout Médecins Solidaires. Oui. Bon, effectivement, Médecins Solidaires a été le lieu d'expérimentation de Médecins Solidaires, mais elle venait surtout voir Médecins Solidaires. Je pense qu'elle voulait savoir comment ça fonctionnait, c'était ça. Et bien sûr, elle est venue à Agen, donc je l'ai reçue. Comment elle a réagi ? Ce que j'entends dans votre description, c'est qu'il y a peut-être là un modèle à dupliquer, à développer, quoi, c'est ça ? Tout à fait, je crois qu'elle a dû dire qu'effectivement, elle aiderait Médecins Solidaires à ouvrir de nouveaux centres ou à se développer en Nouvelle-Aquitaine peut-être ou ailleurs. Oui, ce qu'on a percuté, nous, avec Médecins Solidaires, c'est l'idée qu'on pouvait innover. On pouvait sortir du dogme du médecin de famille, qui est un modèle auquel je suis très attaché. Je suis moi-même installé en tant que médecin de famille, il n'y a pas de sujet. Mais il faut qu'on se permette d'ouvrir la boîte de l'innovation organisationnelle. Il y a peut-être d'autres manières de délivrer de la médecine générale que sur les épaules d'une seule personne qui s'installe pendant 30 ans dans un territoire. Alors c'est peut-être pas Médecins Solidaires qui va sauver tous les territoires, mais cette idée qu'il faut qu'on se creuse la tête pour trouver de nouvelles solutions et de nouvelles formes d'organisation, ça vient parce que les médecins, il n'y a pas seulement les médecins, c'est vrai, dans plein de professions, ne veulent plus travailler comme les parents ou les grands-parents voulaient travailler. Alors, est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, mais c'est plus large que ça. C'est-à-dire que c'est une génération qui a changé considérablement son rapport au travail. Oui. C'est vrai dans la médecine, dans tous les autres secteurs. C'est vrai aussi qu'il y a 30 ans, les médecins qui travaillaient et qui étaient réveillables la nuit et qui faisaient des journées tunnels le faisaient beaucoup par vocation, souvent aussi un peu par obligation, parce que s'ils ne le faisaient pas, ils perdaient leurs patients, puisque c'était très concurrentiel. Donc la donne a changé. Et puis il y a 30 ans, vous vous installiez dans un territoire rural. Si 2 ans après vous vouliez changer de projet de vie, c'était pas un problème. Quelqu'un était ravi de reprendre votre place. Aujourd'hui, vous vous installez dans un territoire rural. Si au bout de 2 ans vous changez de projet de vie, vous êtes coincé. Parce que personne ne peut vous remplacer. Donc vous créez un drame humain. Et donc ça génère un frein énorme à l'installation. La pression morale qui est aujourd'hui sur les épaules des jeunes médecins qui peuvent penser à s'installer éventuellement dans ces territoires, elle est énorme. Tiens, dernière question. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a besoin de spécialistes aussi. Et un médecin généraliste, souvent, il est dans une chaîne de soins. C'est-à-dire qu'il va détecter une maladie. Il faut que... éventuellement, est-ce qu'il peut prendre un avis d'un spécialiste ? Est-ce qu'il y a un peu de télémédecine ? Enfin, j'essaye de comprendre comment ça se met en place, quoi. Oui, il y a un carnet de correspondants qui est mis à jour au fil de l'eau et où on a des adressages qui, selon chaque territoire, sont spécifiques. On réfléchit à développer les solutions, évidemment, de téléexpertise qui vont être particulièrement intéressantes en dermatologie, par exemple. Et puis... On est vraiment dans cette idée que pour l'instant on construit une offre de soins de médecine générale bien structurée. Il y a beaucoup de spécialistes d'ailleurs qui ont voulu nous rejoindre, Okay. Mais pour l'instant on freine un peu sur ça. On attend d'être très solide sur la médecine générale pour pouvoir développer après d'autres offres de spécialité. Bon, vous avez fait les jaloux ? Oui, dans le département ? Oui, tout à fait. Je fais partie d'une communauté d'agglomération du Grand Guéret et maintenant, à chaque fois qu'on me voit, on me dit, alors certains me disent bonjour docteur, voilà, t'étais encore dans le journal, t'étais à la radio, t'étais à la télé. Ça va pas s'arranger, vous pourrez diffuser cette émission. Oui, puis il y a plusieurs maires qui m'ont dit, mais comment on fait pour que Médecins Solidaires viennent chez nous ? Il y en a plusieurs, il y en a même qui m'ont demandé, est-ce que je pourrais pas avoir les adresses ou les mails des médecins qui viennent mais je dis, non, c'est pas comme ça que ça peut se passer. Mais pour savoir s'il y en a pas un qui voudrait venir s'installer, par exemple, dans une commune proche d'Agen. Bon, voilà, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée tous les deux. Merci beaucoup d'être venus la partager sur Smart Impact. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas avec Laure Courty, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Wersito, créée en 2021. C'était quoi l'idée, le point de départ ?
Le point de départ, c'est, je pense, post-Covid. On a effectivement déjà une première structure qui s'appelle Jostock. Et on a énormément de grandes entreprises qui nous contactent en nous disant « Trouvez-nous des solutions logistiques flexibles ». On a un moment crucial pour la logistique. On sent bien qu'il y a des grosses tensions. Et du coup, on s'est mis à déployer des solutions logistiques ultra flexibles pour ces entreprises en s'appuyant sur un réseau de partenaires, donc des logisticiens qui ont déjà des entrepôts dans lesquels il y a de la vacance, qui ont de la ressource, des transporteurs, et on va proposer à nos clients du coup des solutions flexibles partout en France. Et alors, comment ça marche? C'est-à-dire, ça suppose d'avoir un réseau suffisamment vaste, avec un effet positif qui est de remplir les espaces vides, en quelque sorte. Enfin, ça semble simple quand je le dis, mais ça ne doit pas être si simple à mettre en place. Exactement, oui. C'est faciliter l'accès à la logistique externalisée. C'est quand même 74% des entreprises qui externalisent tout ou partie de leur logistique. 80% d'entre elles qui vont vous dire « Moi, j'ai l'intention d'externaliser encore plus parce que c'est devenu trop complexe. » Et donc, l'idée, c'est arrêter de construire des nouveaux entrepôts, alors qu'on sait qu'il y a à peu près 30% en moyenne de vacances dans les entrepôts en France. Donc, autant profiter de ce maillage du territoire qui est déjà excellent, des compétences de nos logisticiens et donc de leur permettre d'avoir des nouveaux clients pour développer leur chiffre d'affaires. Et quand on connaît les enjeux d'artificialisation des sols, c'est un très bon argument. Je crois que vous débarquez dans le secteur des fournitures scolaires, c'est ça ? On a effectivement pas mal d'acteurs de la fourniture scolaire. On avait beaucoup communiqué au mois de septembre parce qu'effectivement, on a géré pas mal d'enjeux sur ce secteur-là. Comment s'est passée la rentrée ? Très bien, enfin il faut surtout interroger nos clients, mais en tout cas ça a l'air de s'être bien passé. Mais on est présent dans beaucoup de secteurs, on est présent dans le BTP, on est présent dans tout ce qui est industriel, grande distribution, et on travaille aussi bien pour des PME, des ETI que pour des très grands groupes partout en France. 3 ans après la création, vous en êtes où du développement de Wersito ? Alors on a 400 clients, on fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, on a 1500 partenaires, on réduit à peu près de 20% les coûts logistiques de nos clients et de 30% leurs émissions carbone. On est une équipe de 30 installée à Bordeaux et on a levé à peu près 3 millions d'euros. Bon, belle histoire. Bilan carbone, comment vous faites baisser à ce point le bilan carbone de vos clients ? Alors, on a deux enjeux sur le bilan carbone. Le premier, c'est évidemment de réduire l'artificialisation, donc, comme on l'a dit, d'utiliser des espaces qui sont construire de nouveaux vacants. Entrepôts. Voilà, donc ça, on est capable de mesurer effectivement le non émis par la construction. Et ensuite, en fait, si vous êtes en capacité de positionner votre entrepôt logistique de manière assez stratégique par rapport à tous les clients que vous devez livrer, forcément... Donc ça s'appelle un barycentre en logistique. Si vous avez un barycentre qui est bien placé, vous allez réduire les kilomètres qui sont parcourus par les camions. Moins de trajets de camions. Effectivement, moins 30%. Est-ce que c'est un secteur, on va terminer là-dessus, qui est vraiment en mutation, c'est-à-dire qui a pris conscience, c'est le rôle stratégique des logisticiens, on l'a tous compris, particulièrement au moment du Covid, mais cette prise de conscience de l'impact environnemental, quel chemin ça c'est en train de prendre ? Oui, alors on a effectivement de plus en plus de clients qui nous contactent avec des enjeux de réduction des émissions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a un impact direct financier et extra-financier. Donc en fait, je pense que les gens aujourd'hui, enfin nos clients en tout cas, viennent nous voir d'abord pour le financier avec derrière un impact extra-financier et du coup forcément ça fonctionne. Mais on a sur l'extra-financier, on a encore vraiment du boulot. C'est un secteur ultra polluant, la logistique. Oui, donc il va falloir mécaniquement, donc il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail, oui. Merci beaucoup, Laure Courty, d'être venue nous présenter Wersito. À bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Nicolas Juchat à la programmation et à la production de cette émission. Alice Pitavi, la réalisatrice, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Salut.